L'humanité, la décence, l'honneur, l'intégrité et le respect. Ce sont toutes des valeurs absolument inexistantes dans le derby classique le plus violent de la planète Terre. Un affrontement où il n'y a de place que pour le racisme, la violence et un manque total de respect pour les morts avant même les vivants. La guerre des Anglais contre les Scousers n'est pas une simple rencontre ordinaire, car il se termine soit par la gloire, soit par la honte absolue. Et ici, nous ne parlons pas de l'hostilité sanglante entre Boca Juniors et River Plate, ni de la bataille de casse-d'os du derby della Madonnina entre l'AC Milan et l'Inter, ni du classico de la terre et de la haine qui existe entre Madrid et la Catalogne, ni même du Old Firm écossais célèbre pour le sectarisme entre les supporters des deux camps. Nous parlons d'un match qui rassemble toutes ces caractéristiques, le derby du Nord-Ouest entre Manchester United et Liverpool, ou, comme on pourrait l'appeler, la guerre entre les Anglais et les Scousers. Avant de vous raconter l'histoire et de vous faire comprendre le sujet du début à la fin, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour faire partie de notre grande famille qui aime le football, le vrai. Allez, on lance l'épisode. Quelle est la véritable raison de cette haine féroce entre Liverpool et Manchester United ? La guerre des Anglais contre les Scousers n'est pas une simple rencontre ou un classique ordinaire. Le sujet a des dimensions et des détails bien plus profonds pour en arriver au stade que je vous ai décrit au début de l'épisode. Commençons d'abord par parler de l'histoire des deux villes, ce qui va éclaircir beaucoup de choses sur lesquelles se sont construits les conflits et l'hostilité jusqu'à aujourd'hui. Commençons par parler du côté anglais, c'est-à-dire Manchester. La ville de Manchester a été fondée officiellement en 1301, mais factuellement en l'an 79 après Jésus-Christ. La raison première et principale de l'hostilité du côté de Manchester est la révolution industrielle qui a débuté et a été lancée depuis la ville de Manchester, menant la révolution de l'industrie dans le monde entier de 1717 à 1851. Sa population a augmenté durant cette période de 10 000 à 300 000 habitants, soit 30 fois le nombre initial. Cela a rendu la ville puissante industriellement et commercialement, abritant un grand groupe de riches marchands, des marchands qui auront un rôle central dans l'histoire d'aujourd'hui. C'est l'information la plus importante à retenir car nous y reviendrons. Voilà, nous avons pris ce que nous voulions de Manchester. Maintenant, parlons de Liverpool, ceux qu'on appelle les Scousers, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ils sont Scousers et non anglais. La ville de Liverpool, fondée en 1207, était dans une situation similaire à celle de Manchester. Son état économique et social ne s'est amélioré que parallèlement à la révolution industrielle lancée par Manchester. La distance entre les deux villes est d'environ 56 km. De par la proximité géographique et la nature des villes, Manchester fabriquait et Liverpool était le port, l'un des ports les plus importants du monde à l'époque. Il y a donc eu un mouvement massif d'exportation et d'importation en Angleterre via la ville de Manchester, créant beaucoup de travail avec des navires du monde entier transportant des marchandises de et vers Manchester via le port de Liverpool. En 1830, la première ligne de chemin de fer au monde a été construite entre elles, faisant de Liverpool un centre commercial puissant. Cela a créé de nombreuses opportunités d'emploi à Liverpool, entraînant l'installation des Irlandais dans la ville après une grande vague d'immigration de 1845 à 1849 qui coïncidait avec la grande famine de la pomme de terre irlandaise. Le sujet ne s'est pas limité à eux. Un grand nombre de marins se sont installés à Liverpool, venant de Chine, d'Afrique et des pays scandinaves, en particulier de Norvège. Les marins norvégiens mangeaient toujours un ragoût appelé lobskaus. De par la diversité culturelle que la ville vivait et vit toujours, les marins de Liverpool se sont mis à en manger et on leur a donné le nom de Scousers. La ville, composée d'ethnies et de nationalités différentes, a pris le nom de Scousers. Jusqu'à aujourd'hui, ils se désignent eux-mêmes par ce nom, surtout après les conflits qu'ils ont traversés avec les Anglais et leur gouvernement pendant plus de 150 ans.
Et c'est ce conflit et cette hostilité que nous allons découvrir maintenant, après avoir connu leur histoire. Le conflit économique fut le début de la lutte entre les deux villes. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la révolution industrielle à Manchester a produit de riches marchands qui joueront un rôle central dans notre histoire. En vérité, ils sont les premiers et derniers responsables du conflit entre les deux villes jusqu'à ce jour, car ils ont décidé de ne pas respecter l'accord tacite entre les deux cités, où elles se complétaient, Manchester comme immense centre industriel et économique, et Liverpool comme centre maritime vital. Cependant, en 1888, après que le port de Liverpool a demandé plus d'argent pour l'importation des matières premières, et spécifiquement le coton qui était la base de l'industrie à Manchester, cela n'a pas plu aux hommes de Manchester. Ils se sont mis d'accord pour acheter une bande de terre longitudinale de 56 km et ont commencé à creuser un canal au sud de Liverpool, reliant Manchester et Salford, afin que les navires viennent directement de la mer à Manchester sans s'arrêter à Liverpool. Le creusement du canal s'est terminé après 6 ans, précisément en 1994, et a coûté aux marchands à l'époque 15 millions de livres sterling, ce qui équivaut aujourd'hui à 1,5 milliard de livres si l'on prend en compte l'inflation. Au-delà de cette somme colossale, le sujet du creusement du canal pendant 6 ans n'est pas passé inaperçu pour les habitants de Liverpool. C'est durant cette période que la véritable hostilité entre les deux villes a commencé. Les politiciens de Liverpool se sont opposés à la décision de creuser le canal car ils voyaient que cela violait leur accord et causerait une perte immense à Liverpool. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Dès que le canal est entré en phase opérationnelle, des milliers d'ouvriers se sont retrouvés sans travail et le taux de chômage a grimpé à 50%. Cela a causé une crise majeure pour les habitants de Liverpool car leur vie tournait et dépendait entièrement du port. Un état de colère et de haine a commencé à se former chez les habitants de Liverpool envers Manchester et ses gens, au point qu'ils sont devenus pour eux des ennemis directs. Ils se sont mis à écrire le nom de Manchester sur les couvercles des bouches d'égout pour exprimer leur colère après la hausse des taux de pauvreté et de criminalité. Ce n'était que l'étincelle, car la même année où ils ont inauguré le canal, le premier match de derby a été joué entre les deux villes. Naturellement, cela a transféré l'état de haine et d'agressivité des habitants vers les tribunes, chaque ville soutenant l'équipe qui la représentait. Par coïncidence, le match entre Newton Heath, qui est Manchester United sous son ancien nom, et Liverpool était décisif pour Newton Heath qui luttait pour le maintien. Liverpool a joué avec rage, avec le seum et avec un seul but, être la cause de la relégation de Newton Heath en 2e division. Effectivement, Liverpool parvient à gagner 2-0 en voyant officiellement United en division inférieure. Ainsi, le public et le peuple de Manchester ont eux aussi trouvé une raison de haïr la ville et le peuple de Liverpool. C'est ici que commence l'histoire du Classico d'Angleterre. Avant d'entrer dans le conflit sportif, une question vous est sûrement venue à l'esprit. Pourquoi Everton et Man City ne sont-ils pas des parties prenantes du Classico anglais, sachant qu'Everton est de Liverpool et City de Manchester ? Je tiens à vous dire que la raison principale était le hasard, car le match Liverpool contre United s'est joué peu de temps après l'ouverture du canal. La victoire de Liverpool et la relégation de Manchester étaient un titre idéal pour faire de Liverpool et de Manchester United les premiers représentants respectifs de leur ville. C'est peut-être la raison pour laquelle ils sont devenus de grandes équipes dans le futur, après avoir trouvé le soutien de la majorité des habitants de leur cité. Parlons maintenant en détail du conflit sportif. En vérité, nous ne parlerons pas seulement du conflit sportif, car le sujet dépasse le sport, comme c'est évident, et implique aussi des problèmes politiques dont je vous parlerai au fil des événements et au moment de leur occurrence. L'important, continuons et découvrons ce qui s'est passé dans la période la plus étrange de l'histoire des deux clubs.
Après la relégation de Newton Heath en deuxième division, Liverpool est également relégué lors de la saison 1894-1895. Cependant, il remonte immédiatement en tant que champion de D2 la saison suivante et remporte ensuite le championnat anglais quelques saisons plus tard, précisément en 1900-1901. Mais ils redescendent 3 saisons plus tard en deuxième division, remontent immédiatement pour la seconde fois et gagnent ensuite le championnat lors de la saison 1905-1906. Évidemment, pendant toute cette période, Newton Heath était incapable de monter. Le drame que vivait Liverpool n'était pas dû à un manque de charisme ou autre, mais leurs problèmes financiers les bloquaient. L'équipe de Newton Heath est restée en deuxième division jusqu'à sa montée lors de la saison 1905-1906 sous un nouveau nom, Manchester United. Le grand artisan de leur montée fut l'homme d'affaires John Henry Davis en 1902, l'homme qui est intervenu pour sauver le club financièrement et a changé son nom et ses couleurs pour la forme actuelle. Ils ont pris l'emblème du navire, qui symbolise le canal, comme logo du club. Ce navire symbolisait indirectement la souffrance de Liverpool, ce qui était une source de fierté pour eux et pour Manchester en général. Quoi qu'il en soit, le navire de United a finalement pris la mer et a ramené ses premiers titres lors de la saison 1906-1907 en remportant leur premier championnat. Ils ont continué à gagner des titres chaque saison jusqu'en 1911-12 avant d'être relégués en deuxième division en 1922. La chose notable au-delà de cette montée et descente suspecte de United est qu'il était impossible pour les deux équipes d'être bonnes en même temps. Quand Liverpool gagnait le championnat, United était en deuxième division. Quand United montait et commençait à gagner le championnat, Liverpool était une équipe de milieu de tableau. Et quand Liverpool est revenu gagner le championnat lors de la saison 1921-22 du siècle dernier, United était à la dernière place du classement. C'est ce qui a continué à se produire entre eux. Dans la période entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas beaucoup d'affrontements ni d'événements footballistiques à raconter, mais l'hostilité existait toujours et augmentait entre les gens. Durant cette période, c'est United qui a pris le rôle de Liverpool, oscillant entre montée et descente plusieurs fois sans gagner aucun titre. De l'autre côté, Liverpool gagne 2 championnats. Mais cette situation change radicalement juste après la Seconde Guerre mondiale. Le conflit commence à prendre une forme différente, surtout après que Sir Matt Busby a pris en charge l'entraînement de Manchester après avoir refusé d'être entraîneur adjoint à Liverpool. Si vous ne le savez pas, Sir Matt Busby était un joueur de Manchester City, puis a joué pour Liverpool et est resté avec eux 9 ans. Mais le Sir a décidé de retourner à la ville de Manchester, mais pour sa partie rouge, en tant qu'entraîneur de l'après-guerre en 1945 jusqu'au début des années 70. On ne peut pas évoquer Sir Matt Busby sans parler de la catastrophe aérienne de Munich le 6 février 1958, qui a fait 23 victimes, dont 8 joueurs de United qui étaient parmi les plus importants techniquement et encore dans la vingtaine, en plus de 3 membres du staff technique. En vérité, toute l'Angleterre a présenté ses condoléances au club et à la ville pour les victimes, même le club de Liverpool. Même le Real Madrid a proposé à United de conserver la Coupe des clubs champions après l'avoir gagnée, mais la direction de United a refusé. Ils ont aussi proposé le meilleur joueur du monde à l'époque, Alfredo Di Stefano, à United sous forme de prêt en payant la moitié de son salaire. Le transfert était sur le point de se faire, mais la fédération anglaise l'a refusé car Di Stefano aurait pris la place d'un joueur prometteur de United. Revenons à notre sujet. L'important est que Sir Matt Busby a construit une équipe connue à l'époque sous le nom de Busby Babes et recommence à gagner des titres, le plus important étant la Ligue des Champions contre Benfica. C'était la première C1 à entrer en Angleterre. Les années passent et Busby prend sa retraite d'entraîneur avec 13 trophées. La période entre les années 50 et 60 fut la seule période où il y avait une réelle compétition simultanée entre les deux équipes.
Malgré la relégation de Liverpool pendant 8 saisons, de 54 à 62, ils ont réussi, après leur remontée, à gagner 9 titres, dont 3 championnats. Cela car leur entraîneur durant cette période était un homme à la mentalité titanesque nommé Bill Shankly. Il a réussi à les faire monter de la 2e division et à les remettre sur la carte du football. Il a eu une déclaration célèbre qui vous donne un aperçu de sa mentalité et de sa façon de penser, où il disait « Si tu es premier, tu es premier. Si tu es deuxième, tu n'es rien ». Ce n'était pas que des paroles, car c'est un entraîneur qui a sorti une équipe perdue de la D2 et en a fait le champion d'Angleterre, non pas une fois, mais 3 fois. Il avait d'autres déclarations rabaissant Manchester United au moment où il luttait pour le maintien au début des années 70. C'est le moment où Liverpool a commencé son ère dorée et la récolte des titres, marquant le début de la période des 20-20. La période des 20-20 symbolise le fait qu'une équipe a eu une génération dorée de joueurs et d'entraîneurs pendant plus de 20 ans, tandis que de l'autre côté, l'autre équipe lutte pour exister dans le paysage ou gagner un titre de temps à autre. Liverpool est celui qui a eu sa chance en premier, ou l'on pourrait dire la première vingtaine, qui a commencé en 1972. Cette période fut l'une des pires traversées par Liverpool politiquement après l'époque du creusement du canal. L'histoire de l'hégémonie de Liverpool a été lancée par Shankly et tout le monde considère que tout ce qui est venu après lui n'était que la récolte de son travail durant les 15 années depuis la 2e division jusqu'à devenir champion d'Angleterre en 73, écartant United de la compétition. Tous ceux qui sont venus après, de Bob Paisley jusqu'à Kenny Dalglish, récoltaient son travail, sans diminuer leur propre travail durant toutes ces années. Bob Paisley est considéré comme l'entraîneur historique des Reds. Comme Sir Alex à Manchester, il a gagné avec eux 20 titres en 9 saisons de 1974 à 1983, dont 3 Ligues des Champions sur les 6 de leur histoire, et a dominé le championnat qu'il a remporté 6 fois en 8 saisons de 76 à 83. Joe Fagan a poursuivi son chemin et en 2 saisons a réussi à gagner le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe de la Ligue. Pour que Kenny Dalglish prenne la suite pour les 5 dernières années de cette période dorée, il était joueur-entraîneur en même temps et a gagné avec Liverpool 9 titres nationaux, dont 3 championnats. Durant sa prise de fonction à la tête de Liverpool, un événement se produit qui secoue la ville entière, la catastrophe de Hillsborough, qui a fait 97 victimes parmi les supporters de Liverpool. Cet accident a mis en lumière et révélé comment la ville de Liverpool était marginalisée par la famille royale et la première ministre Margaret Thatcher. Le 15 avril 1989, lors de la demi-finale de la FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forest au stade de Hillsborough, le stade de Sheffield Wednesday, le commandant responsable de la sécurité du stade, David Duckenfield, décide d'ouvrir la porte C. À cause de la bousculade et de la mauvaise organisation, 97 personnes sont décédées et plus de 766 supporters ont été blessés. Après 30 ans de l'accident, précisément en 2019, Duckenfield est acquitté bien qu'il fût la cause principale du nombre de victimes. Et pour que le gouvernement de Maggie Thatcher dissimule son échec et sa responsabilité dans l'accident, ils ont décidé de laisser le journal The Sun, sous la plume de Calvin Mackenzie, écrire que les supporters de Liverpool étaient responsables du chaos. Les accusant de comportements barbares, comme voler les victimes, être ivres et attaquer les forces de police. Depuis ce jour, le journal est banni à Liverpool. Même les supporters d'Everton, le rival de Liverpool dans la ville, se sont solidarisés avec eux et ont boycotté le journal. Malgré les excuses du journal en 2007, il reste interdit à Liverpool jusqu'à aujourd'hui et même les entraîneurs ne répondent pas à leurs questions en conférence de presse. À cause de cela, jusqu'à aujourd'hui, les publics de tous les clubs accusent les supporters des Reds de barbarie et d'être la cause de la mort des victimes. I don't talk with the Sun anymore.
Et bien sûr, les supporters de Manchester United en font partie. Ils narguent toujours les supporters de Liverpool sur leur pauvreté et les famines survenues à cause du canal et de Maggie Thatcher, dont la catastrophe de Hillsborough fut le dernier désastre à Liverpool. Toute la ville la détestait, car elle a supprimé le lait gratuit distribué aux écoliers, réduit le volume des aides aux pauvres, supprimé le droit au logement et fermé les mines de charbon sous prétexte de préserver l'environnement. Cela a causé du chômage, de la pauvreté et plus de criminalité. Elle a aussi laissé la ville sans aide, comme si la ville ne faisait pas partie de l'État, donnant la priorité aux autres comtés et villes. Le taux de pauvreté à Liverpool a augmenté plus qu'avant, ce qui a poussé les habitants à se considérer non pas comme anglais, mais comme scousers. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ne soutiennent pas l'équipe nationale et chantaient toujours contre la reine, la famille royale et le gouvernement, surtout Maggie Thatcher. Ils ont toujours fait exprès de montrer leur joie, le schadenfreude, lors de sa mort et de sa maladie avant qu'elle ne meure. Leur haine envers elle apparaît dans la plupart de leurs discours dans les médias ou chez les joueurs, comme Trent Alexander-Arnold, qui, lorsqu'il va en sélection, refuse de chanter l'hymne, sans oublier les sifflets des habitants de Liverpool lors de l'hymne national. Cependant, malgré tous ces événements, la période de 72 à 92 fut l'une des plus prospères de l'histoire de Liverpool. Durant cette période, Manchester a vu passer 3 entraîneurs, Tommy Docherty, Dave Sexton et Ron Atkinson. Aucun d'eux n'a pu mettre United à un niveau leur permettant de rivaliser avec Liverpool. Le bilan des 20 ans de Liverpool est de 11 championnats et 4 Ligues des Champions, contre 0 championnat et 0 Ligue des Champions pour United. Jusqu'à ce qu'arrive la saison 92-93 et le début de la vingtaine spéciale de United sous la direction de l'entraîneur iconique Sir Alex Ferguson. Le temps est venu de parler de United et de son ère dorée. Et bien sûr, comme le veut la coutume, Liverpool va se reposer un peu pour laisser la voie libre à United et Sir Alex, qui a construit une équipe et des générations avec lesquelles il a gagné tous les titres. À commencer par la saison 92-93, lorsqu'il a gagné le championnat dans sa nouvelle version, Premier League, un exploit qu'il réalisera 13 fois sur les 21 éditions où il était présent comme entraîneur des Diables Rouges jusqu'à sa retraite en 2013. Le Sir a bâti l'empire du club, qui vivait et vit encore sur ses gloires, car il a réalisé durant cette période 38 titres différents. Liverpool ne gagnait qu'une coupe nationale toutes les quelques années ou quelque chose du genre. Le seul grand exploit réalisé par Liverpool de 1993 à 2013 fut la victoire en Ligue des Champions en 2005 lors de la célèbre remontada d'Atatürk contre l'AC Milan. Mais à part cela, dans presque toutes les saisons, United était le meilleur et tous les projecteurs étaient braqués sur eux. Ils n'ont vu de véritable concurrence en championnat que de la part d'Arsenal au début des années 90 et 2000, puis de Chelsea et City par la suite. Malgré cela, pendant toute cette période, les choses n'étaient pas calmes entre eux, et il y a eu plus d'un match iconique, non pas pour leur beauté, mais pour les détails qu'ils contenaient. Parmi les exemples de ces matchs, il y a par exemple celui de février 2012 et l'incident entre Evra et Suarez lorsque l'Uruguayen a proféré des insultes racistes envers le défenseur français, ce qui lui a valu une suspension de 8 matchs. Au début de la nouvelle saison, Suarez revient et joue contre les Diables Rouges à Old Trafford. La polémique éclate une seconde fois lorsque Suarez refuse de serrer la main d'Evra dans la séquence célèbre avant le début du match. Cela a créé une tension dans la rencontre qui s'est terminée par une victoire de United avec 2 buts de Wayne Rooney. Après la fin du match, Evra court et célèbre devant Suarez comme s'il célébrait avec le public. Et bien d'autres événements et conflits sur le terrain dont le moteur principal est la haine éternelle entre les 2 plus grandes équipes d'Angleterre. Les 20 années spéciales de United se terminent après la retraite de Sir Alex en 2013. Ils y ont réalisé 13 titres de champion et 2 Ligues des Champions. En revanche, Liverpool n'a remporté aucun titre de champion et a gagné la Ligue des Champions une seule fois en 2019.
Après la retraite du Sir, la situation a totalement changé. United vit une période d'instabilité technique jamais vue dans son histoire auparavant. Il suffit de vous dire que United, de 1892 à 2013, a connu 20 entraîneurs, alors que de 2013 à nos jours, 10 entraîneurs les ont dirigés. Si vous voulez en savoir plus sur l'ère post-Sir Alex, vous devez regarder notre épisode sur Manchester United, où nous avons parlé de tout ce qui s'est passé. Quant à Liverpool, il est aussi resté dans un état de confusion, au point que son ambition maximale était de finir dans le top 4 pour jouer la Ligue des Champions. Mais Liverpool a trouvé ce qu'il avait perdu avec l'entraîneur Jürgen Klopp, qui a su établir une base solide grâce à laquelle Liverpool a pu bousculer le véritable représentant de Manchester ces 10 dernières années, le club de Manchester City. Ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions 3 fois et ont réussi à remporter le titre une fois en 2019. Lors de la saison 18-19, Liverpool était deuxième du championnat, à 1 point de City, et le derby entre United et City devait se jouer. En cas de victoire ou de match nul de United, Liverpool aurait eu de grandes chances d'être couronné. On retrouve alors Gary Neville, capitaine et légende de United, demandant à l'entraîneur Solskjaer de jouer avec l'équipe B pour que l'équipe n'ait aucune chance de réaliser quoi que ce soit dans le match. Cela vous montre l'ampleur de la haine qui n'existait pas seulement chez les supporters, mais qui était ancrée chez chaque joueur ayant porté le maillot d'un de ces clubs envers l'autre. De toute façon, United n'a pas joué avec l'équipe B ni rien de tel. Ils ont perdu 2-0 et City a gagné le titre à la fin. Mais Liverpool revient l'année suivante et remporte le championnat pour la première fois en 30 ans. Et en 2025, ils remportent leur 20e titre de champion pour égaler United comme l'équipe ayant remporté le plus de championnats d'Angleterre, afin de ne laisser aucun front, local ou européen, à United pour s'en vanter. Il est vrai que United vit une mauvaise période, mais il a réussi à gagner des coupes nationales avec plusieurs entraîneurs et a atteint la finale de l'Europa League 3 fois, la gagnant une fois en 2017. Cependant, nous ne pouvons pas dire que United est redevenu le United de Matt Busby ou le United d'Alex Ferguson. L'état de haine entre les deux pôles apparaît jusqu'à aujourd'hui dans les déclarations entre les joueurs retraités comme Gary Neville et Wayne Rooney et même Steven Gerrard et Jamie Carragher. Par leurs paroles et leur haine, ils nous prouvent que l'hostilité continue jusqu'à ce jour. Lors de leur rencontre, l'avantage va ces derniers temps à Liverpool. C'est pourquoi les supporters de Liverpool essaient de minimiser l'importance du Classico à cause de la baisse de niveau de United. Ils tentent de projeter l'image que la boussole du derby a changé et se joue désormais entre Liverpool et City car leurs niveaux sont proches ces dernières années, essayant de marginaliser un United qui lutte pour revenir. L'histoire nous a appris que les grandes équipes reviennent toujours. Peut-être que la vingtaine que nous vivons actuellement est celle de Liverpool. Et United, après quelques années, nous reviendra sous une forme différente. Mais cette fois, espérons que lorsque United reviendra, Liverpool ne s'effondrera pas et que nous verrons pour la première fois depuis de longues années une concurrence féroce entre Newton Heath et les Scousers ou United et Liverpool pour le titre de champion. Tout ce que nous avons à faire est de regarder et de voir ce que les années futures nous réservent. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de nous soutenir avec un like, un partage et un abonnement.